Bonjour, c'est Clémentine Spiller et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. À Paris, il est de plus en plus difficile de louer un appartement, notamment pour les plus précaires. Les chiffres du marché locatif sont catastrophiques. On constate à la fois une baisse de l'offre et une augmentation de la demande. Résultat, les jeunes actifs et les étudiants notamment se retrouvent sans alternative. Il est tout simplement quasi impossible pour eux de se loger dans la capitale, en cause de plus en plus de logements vides et de locations saisonnières type Airbnb, mais aussi le baby-boom des années 2000 et la pénurie de logements étudiants. Dans cet épisode de Code Source, on revient sur les enjeux clés et les possibles sorties de cette crise avec deux journalistes de la cellule immobilier du Parisien qui suivent la problématique de très près, Delphine Denuy et Sébastien Thomas. Sébastien Thomas, les nouveaux locataires et notamment les jeunes actifs ont plus de difficultés que jamais à se loger dans la capitale en 2024. C'est notamment le cas de Théo que vous avez rencontré. Dans quelle situation est-il ? Alors Théo est un jeune actif qui habite en résidence étudiante à Gentilly dans le Val-de-Marne. Il paie 900 € pour 22 mètres carrés. Et en fait, il trouve que c'était un peu petit et surtout il n'avait pas de machine à laver. Donc il a commencé à chercher avec des amis pour une colocation. Ils n'ont rien trouvé. Donc au final, chacun a été chercher dans son coin et lui a fini par se rabattre sur un 30 mètres carrés dans le 11e, mais qu'il paye quand même 1350 €. Il s'est quand même demandé si finalement ça valait le coup de payer 40% plus cher pour gagner une machine à laver et 8 mètres carrés. Mais comme il s'est mis en couple, il s'est dit que ça valait le coup. Cet effondrement du marché locatif parisien qui a atteint son pic en 2024, c'est l'effet de deux tendances qui s'affirment depuis plusieurs années, la baisse de l'offre et l'augmentation de la demande. Alors absolument, l'offre locative a plongé de 55% entre janvier 2021 et septembre 2024 et en parallèle, la demande, elle, a progressé de 100%. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec la hausse des taux d'intérêt, les primo-accédants n'ont pas pu quitter leur logement car ils n'avaient pas les moyens d'acheter et donc le taux de rotation naturelle de la location ne fonctionnait plus, ce qui a paralysé le marché. On va revenir en détail dans cet épisode de Code Source sur les différents facteurs qui ont provoqué cette crise locative. Mais d'abord, Delphine Denuy, quand sont apparus les premiers signes de cet effondrement du marché ? L'offre locative a toujours été tendue en réalité, surtout dans les grandes villes françaises, dans les bassins d'emploi où les actifs cherchent à se loger. Depuis des dizaines d'années, on constate qu'il y a de moins en moins de terrains constructibles, moins de construction de logements sociaux, donc moins de logements disponibles à la location ou à la vente, avec pour corollaire des prix qui grimpent. Ce cercle vicieux a enflé au fil des ans. Vous ajoutez à cela des éléments sociologiques, le vieillissement de la population, plus de familles monoparentales, plus de séparations post-déconfinement. On obtient un résultat explosif, c'est une pénurie de logements à la location. En 2020, déjà, l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, décomptait 262 000 logements inoccupés dans la capitale, soit près d'1 sur 5. Ce sont donc des logements qui restent vides toute l'année ? Pour l'INSEE, le terme logement inoccupé rassemble tous les logements qui ne sont pas des résidences principales. En réalité, on devrait plutôt parler de logements sous-occupés, car ce chiffre de 262 000 inclut les résidences secondaires occupées quelques semaines par an, les logements occasionnels et ceux vétustes qui ne peuvent être habités. Leur décompte aujourd'hui a augmenté, puisque la ville de Paris estime en 2024 leur nombre à 290 000, dont la moitié sont inhabités depuis plus d'1 an. Sébastien Thomas, au fil des années, plusieurs mesures ont été prises pour enrayer la crise du marché locatif, notamment le dispositif Pinel de 2014 qui touche à sa fin 10 ans plus tard, à la fin de cette année. De quoi s'agissait-il et pourquoi a-t-il pris fin ? Alors effectivement, c'est un dispositif qui existe depuis 2014 et qui a pour but de soutenir l'investissement locatif par des réductions d'impôts pour les acheteurs en échange d'un plafonnement des loyers. Selon la Cour des comptes, qui a rendu un rapport récemment, il a coûté 7,3 milliards d'euros entre 2014 et 2023. Le gouvernement a considéré l'année dernière que ce dispositif était trop coûteux par rapport aux bénéfices et a décidé de l'arrêter. Mais pour autant, il ne l'a pas remplacé. Sébastien Thomas, certaines mesures récentes comme l'encadrement des loyers et l'interdiction de louer des passoires thermiques ont eu un effet sur le marché locatif. Expliquez-nous ça. Alors en fait, selon Priceable, l'encadrement des loyers a permis de limiter l'augmentation de loyers de 9% depuis 2021 à Paris contre
15% pour les villes qui ne pratiquent pas l'encadrement des loyers. Depuis 2023, dans les villes qui ont un encadrement des loyers, les petites surfaces louées ont reculé de 43%, et à Paris, c'est moins 61%. Donc oui, le fait qu'il y ait l'encadrement des loyers a eu un impact, c'est sûr. Et il faut ajouter à cela les problèmes des passoires thermiques. Donc les passoires thermiques, ce sont ces logements qui consomment énormément d'énergie. Et à partir du 1er janvier 2025, les logements dits classés G, qui est la pire notation qu'ils puissent avoir dans le diagnostic de performance énergétique, ne pourront plus être loués sans faire de travaux. Donc si on ajoute tous ces logements qui risquent de sortir du marché locatif, on va avoir un souci sur Paris. Le souci, c'est que les propriétaires, face à ces contraintes, ont tendance à retirer leurs appartements du circuit locatif classique pour les mettre sur le circuit des locations saisonnières et de courte durée, type Airbnb. Delphine Denuy, comment est-ce qu'on explique ce choix ? Tout simplement parce qu'ils louent à la nuit ou à la semaine, et donc plus cher qu'au mois. Ça peut surprendre, mais jusqu'ici, ils ont été incités à le faire par la fiscalité actuelle qui leur permet d'obtenir un abattement fiscal de 50% sur les revenus annuels des meublés touristiques de type Airbnb. Pourtant, il existe des mesures pour tenter de limiter ce phénomène. Il y a des mairies qui imposent des quotas de meublés touristiques dans leurs communes, comme Annecy ou Saint-Malo, d'autres qui imposent un numéro d'enregistrement, ou d'autres encore une règle de compensation qui oblige le bailleur qui loue en meublé touristique à avoir l'équivalent de la surface en meublé traditionnel. Il y a eu énormément de mesures de ce genre qui ont été mises en place par des mairies dans toute la France, mais elles n'ont pas toutes eu le même impact ou la même efficacité puisqu'elles n'ont pas forcément les moyens de contrôler tout cela. À Paris, il y a une équipe par exemple d'une 30aine de contrôleurs qui vérifient au jour le jour les numéros d'enregistrement et l'adéquation entre le meublé touristique et sa légalité. Mais même à Paris, pourtant il y a des contrôles, on estime à 25 000 le nombre de meublés touristiques illégaux. On en arrive à l'été 2024, moment redouté pour le marché locatif, en cause les Jeux Olympiques et la flambée des prix. À quoi est-ce qu'on s'attendait et qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Beaucoup de propriétaires bailleurs parisiens ont voulu profiter de l'aubaine des JO Paris 2024 et ont voulu mettre en location leur logement en meublé touristique à des prix faramineux, parfois 2 à 5 fois le prix d'une nuitée ordinaire. Mais en réalité, ça a été la douche froide pour beaucoup de bailleurs parce qu'il y a eu en réalité très peu de demandes et quand il y avait de la demande, elle était parfois même annulée ou reportée par des locataires qui ont fait marcher évidemment la concurrence et qui se sont tournés vers des locations meublées à plus bas tarifs. Comme beaucoup de bailleurs se sont retrouvés coincés, n'ont pas réussi à louer leur logement meublé touristique, ne serait-ce qu'une semaine sur les 2 des Jeux Olympiques. Début septembre, on a vu un léger regain de location classique. Malgré ça, il y a toujours peu d'appartements disponibles à la location. Sébastien Thomas, les propriétaires qui cherchent à louer leurs biens sont assaillis de demandes, ce qui n'est pas favorable aux locataires. Absolument, on a eu le cas de Jeanne qui a mis l'annonce de son appartement dans le 18e arrondissement, un appartement de 25 mètres carrés, elle l'a mis sur PAP et elle a reçu pas moins de 646 réponses en 24 heures. Face à une telle demande, les propriétaires se permettent d'être particulièrement pointilleux. Ainsi, Jeanne a demandé à ce que ce soit un locataire unique et non pas un couple pour habiter son appartement, qu'il gagne 3 fois le montant du loyer, qu'il soit en CDI sans période d'essai, qu'il ait un garant, etc., etc. Et donc de plus en plus, cela exclut un bon nombre de locataires potentiels. Vous le disiez au début de cet épisode, la demande n'a fait qu'augmenter. La situation est aussi particulièrement catastrophique pour les étudiants qui cherchent un logement à Paris. Racontez-nous. Et oui, c'est quand même eux qui payent le tribut le plus cher, puisque en fait les étudiants sans les parents derrière, c'est quasiment impossible de trouver un logement à Paris. Alors déjà par rapport au loyer, parce qu'il faut savoir qu'en fait en gros en dessous de 700 € par mois, vous trouverez rien. Il faut donc aussi être ultra réactif et certains parents vont même jusqu'à carrément acheter un logement car quelquefois c'est plus simple pour y loger son enfant que de louer. Alors évidemment ça ne concerne pas tout le monde, c'est sûr, mais pour les autres, ceux qui veulent continuer à se loger, il faut qu'ils s'éloignent de Paris. Et si cette demande augmente, c'est aussi parce qu'il y a de plus en plus d'étudiants et de jeunes actifs, Delphine Denuy. Oui, l'année 2000 a été une année record avec près de 780 000 naissances. Ce sont autant d'étudiants en plus, 18 à 20 ans plus tard, dans les années 2020 donc. Dans le même temps, le pays n'a pas construit suffisamment de logements
et notamment de résidences étudiantes pour les loger. Ils sont donc contraints de se tourner vers le privé et se retrouvent en concurrence directe avec de jeunes actifs qui peinent eux aussi à se loger et visent aussi, eux, de petites surfaces compte tenu des prix de l'immobilier. On le disait, les étudiants et jeunes actifs se trouvent face à des propriétaires extrêmement exigeants avec des conditions parfois invraisemblables. En réponse, on observe une hausse de la fraude aux dossiers de location. En quoi ça consiste ? Ça revient par exemple à maquiller un CDD en CDI, à augmenter ses revenus ou ceux de ses garants via Photoshop ou un autre logiciel. Leur objectif est de se démarquer de la concurrence, sortir du lot pour remporter le bail. Attention, ça ne veut pas dire que ces locataires sont des mauvais payeurs, mais tout simplement que sans ces petites astuces, ils ne parviendraient pas à trouver un logement. Ils font ça juste pour réussir à obtenir leur toit. On peut même acheter sur Internet un pack de trucage. C'est ce qu'écrit votre consoeur Anne-Laure Abraham dans Le Parisien. 180 € pour truquer son dossier. C'est un business qui marche ? Oui, bien sûr. Beaucoup de sites proposent des packs, de vrais kits clés en main avec 3 fausses fiches de paye, une attestation employeur à jour, un contrat de travail en CDI évidemment, et même un mail et un numéro de téléphone en cas de vérification. Tout est prévu en cas de contrôle. En réponse, les agences se sont quasiment toutes dotées de logiciels de détection pour parer à ces bidouillages, mais évidemment, ça n'est pas imparable, loin de là. Et pour ne rien arranger, ce marché locatif sous tension donne aussi lieu à beaucoup d'arnaques. Vous avez notamment rencontré Sonia qui vous raconte qu'on lui a demandé de l'argent dès la première visite de l'appartement. Racontez-nous ça. Face à des gens qui sont un peu perdus, les escrocs jouent sur un sentiment très puissant qui s'appelle l'espoir. Et les arnaques sont légion. Donc ça passe par le fait de réclamer de l'argent pour pouvoir faire une visite. Mais l'une de celles qui apparaît de plus en plus ces derniers temps consiste à louer un Airbnb, mettre une annonce et se faire passer pour un propriétaire et demander une avance sur le loyer. C'est ce qui s'est passé pour Sonia, qui heureusement, elle, était au courant de l'arnaque et n'a pas payé. Donc le conseil indispensable, c'est ne jamais rien payer avant d'avoir signé un bail. On en revient à la situation actuelle. Cette tension du marché locatif a atteint son pic en 2024 à Paris. Est-ce qu'elle concerne aussi les villes qui entourent la capitale ? Oui, forcément, puisque les villes qui sont autour de Paris bénéficient du report de gens qui n'arrivent pas à se loger dans la capitale. Et forcément, elles vont un peu en profiter, notamment parce que la majorité d'entre elles ne sont pas soumises à l'encadrement des loyers. De manière générale, toutes les villes qui ont un métro affichent des loyers relativement chers. Après, le bon plan, c'est vraiment de regarder les villes qui sont le long du RER A, qui est plus stable et qui permet d'être à Paris en moins d'une demi-heure. Il permet de s'éloigner de Paris et de trouver des fils beaucoup moins chers. Delphine Denuy, le 7 novembre 2024, le Parlement a donné son feu vert à une loi qui encadre de façon beaucoup plus stricte les locations saisonnières. C'est une loi qui marque un tournant, qui a d'ailleurs nécessité 3 ans de travail parlementaire. On peut citer l'octroi de davantage de pouvoirs aux maires qui peuvent ramener le nombre d'unités autorisées à la location à 90 au lieu de 120 aujourd'hui, chaque année. C'est ce qu'a déjà prévu de faire d'ailleurs la ville de Paris. Leur fiscalité change aussi. C'est un point très important également. L'abattement fiscal sur les revenus locatifs des Airbnb passe de 50% à 30% dès 2025. Sébastien Thomas, on remarque par ailleurs qu'il y a un début d'évolution positive dans les chiffres. La demande baisse depuis quelques mois. Est-ce qu'on peut espérer une sortie de crise en 2025 ? Alors c'est difficile de le savoir car on ne sait pas trop comment vont réagir les propriétaires de passoires thermiques. Vont-ils les vendre ? Vont-ils faire des travaux ? Le seul élément positif, c'est la baisse des taux qui va permettre aux primo-accédants d'acheter et donc de quitter la location et de faire revenir le turnover naturel. Autre élément intéressant, la ville souhaite maintenant augmenter les taxes sur les logements vacants et les résidences secondaires en les multipliant par 3. Ainsi, aujourd'hui, un 50 mètres carrés inoccupé est taxé à hauteur de 1 500 à 2 000 euros. Demain, avec la nouvelle amende, cela passera de 5 000 à 6 000 euros. Les sénateurs viennent de voter le principe. Il faut encore que l'Assemblée nationale leur entérine cette décision, mais la municipalité espère, grâce à la mise en place de ces nouveaux chiffres, un retour de 100 000 logements sur le marché de la location. La question qui se pose maintenant, c'est de savoir si le gouvernement va conserver cet amendement dans son projet de loi de finances, et la réponse, on l'aura dans quelques jours.
Merci à Delphine Denuy et Sébastien Thomas. Cet épisode a été produit par Clara Garnier-Amouroux, réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à le dire en laissant un commentaire ou des étoiles sur votre application audio. Vous pouvez aussi nous écrire directement codesource@leparisien.fr. Et puis on vous invite aussi à aller écouter le second podcast du Parisien, Crime Story, une nouvelle affaire criminelle chaque samedi avec la journaliste Claudia Prolongeau et le chef du service police-justice du Parisien, Damien Delseny.